L'objectif de cette vidéo est de présenter un sujet sous un angle différent. Elle ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Depuis des millénaires, les grandes civilisations anciennes, comme les Sumériens, les Babyloniens, les Égyptiens, les Mayas, entre autres, savaient que la Terre occupait une place primordiale, qu'elle était plate, et que ce sont les astres que nous observons dans le ciel, qui se déplacent de manière cyclique autour de nous. C'est la vision géocentrique, où la Terre est immobile au centre de l'univers. Officiellement, on nous explique que dans les premiers systèmes cosmologiques grecs, la Terre était conçue comme un disque en forme de bouclier flottant sur l'eau et entouré par les courants mythiques de l'océan, similaire à de nombreuses autres cosmologies anciennes. On nous parle de Thalès de Milet, l'un des premiers philosophes grecs, qui avait une cosmologie basée sur l'eau comme essence de toute matière, la Terre étant un disque plat flottant sur une vaste mer. Anaximandre, disciple de Thalès, pensait que la Terre avait la forme d'un tambour, un court cylindre, avec les continents et les formes de vie situées sur sa partie supérieure, qui flottait dans une substance appelée apeiron, faisant référence à l'indéfini ou l'illimité. De même, on nous raconte que plus tard, les anciens Grecs ont découvert que la Terre était une sphère et que l'élite romaine partageait cette idée, qui était déjà connue à l'époque. Et on nous parle de Pythagore. Pythagore est l'un des hommes les plus influents de la révolution scientifique. Il est considéré comme le premier mathématicien pur. Selon Pythagore, la nature ultime de la réalité réside dans les nombres. De l'alphabet à l'architecture, en passant par la musique, on dit que tout cela doit beaucoup à ce philosophe. On raconte que dans sa quête de sagesse, Pythagore a voyagé dans de nombreux endroits à la recherche de connaissances surnaturelles perdues, qu'il aurait trouvées dans les écoles mystiques de différentes cultures. Il a synthétisé les éléments de ses enseignements en une nouvelle école philosophique, fondée sur les nombres. Pythagore a révolutionné le système de numération babylonien en une science sacrée. De là sont nés des symbolismes qui se sont ensuite transformés en numérologie, kabbale et autres pratiques similaires. Le mysticisme pythagoricien, déguisé en quelque chose de scientifique, réduit tout aux chiffres et aux mathématiques. On attribue officiellement à Pythagore l'avancée de l'idée que la Terre est un globe sphérique. En fait, on utilise la trigonométrie pythagoricienne pour déterminer la courbure théorique dans le modèle sphérique. On nous enseigne que son élève Philolaos fut le premier à l'imaginer se déplaçant dans l'espace tout en tournant sur son axe. Les astronomes pythagoriciens auraient également manié le concept du système solaire. Philolaos a fait le premier pas vers une théorie héliocentrique, avec sa conception d'un feu central mystique autour duquel tous les corps célestes, y compris la Terre et le Soleil, étaient censés tourner. On mentionne aussi Ératosthène, mais il n'y a pas de document ancien qui parle de lui avant le XVIIe siècle, seulement des copies de manuscrits de monastères. Héraclide a développé une théorie hybride à mi-chemin entre les systèmes géocentriques et héliocentriques, dans laquelle les planètes inférieures, Mercure et Vénus, orbitaient autour du Soleil, tandis que le Soleil lui-même et les planètes supérieures Mars, Jupiter et Saturne étaient en orbite autour de la Terre. Enfin, Aristarque de Samos, le dernier des astronomes pythagoriciens, aurait supposé que les mouvements des corps célestes pouvaient s'expliquer en plaçant le Soleil et non la Terre au centre. La théorie héliocentrique d'Aristarque n'a pas été largement acceptée. L'astronomie grecque du IIIe siècle avant J.A. nous apprend qu'elle était préoccupée par le développement d'une méthode précise pour prédire les mouvements des corps célestes. Mais la théorie héliocentrique en elle-même n'offrait pas de solution pratique. De plus, l'idée d'une Terre en mouvement contredit tous nos sens et va à l'encontre de toutes les lois de la physique telles qu'on les comprenait à l'époque et même aujourd'hui. On nous raconte qu'ensuite, le modèle géocentrique de Claude Ptolémée
a été proposée, selon l'histoire officielle, au IIe siècle après Jésus-Christ, une théorie astronomique qui place également la Terre au centre immobile de l'univers, avec les orbites des astres tournant autour de la Terre. On nous dit qu'après le système ptolémaïque, d'autres écoles de pensée ont émergé, avec différentes théories pour tenter d'expliquer l'origine de l'univers et surtout le fonctionnement du mouvement des astres. C'est de cela qu'il s'est toujours agi, observer les astres, imaginer des univers, des mondes, quelque chose au-delà, et essayer de l'expliquer par des théories. Ptolémée était considéré comme le plus célèbre des astrologues grecs, l'autorité suprême en matière d'astrologie. Son livre, le Tétrabiblos, un pendant de l'Almageste, traitait exclusivement d'astrologie et fut rapidement adopté par le christianisme. On attribue généralement l'idée du géocentrisme, qui a prévalu de l'époque des anciens Grecs jusqu'au XVIe et XVIIe siècle, à l'influence de Platon et d'Aristote sur la philosophie grecque, arabe et européenne. Mais cette prétendue connaissance des Grecs anciens, révélée au monde, a véritablement commencé avec le pontificat de Sylvestre II, autour de l'an 1000 après J-C, lorsque des contacts ont été établis avec les centres de savoir arabes en Espagne, où se réunissaient des érudits musulmans, chrétiens et juifs. Au cours des siècles suivants, les versions hébraïques et arabes des textes grecs anciens ont été traduites en latin et ont commencé à circuler en Europe. Les œuvres d'Aristote ont été traduites aux alentours de l'an 1200. La traduction de l'Almageste de Ptolémée en latin a eu lieu en 1175, et c'est apparemment ainsi que l'astronomie européenne a connu un renouveau. L'univers ptolémaïque, avec la Terre au centre, fondé sur les doctrines de Platon et d'Aristote, a fait autorité et a dominé la théorie astronomique pendant près de 20 siècles. La théorie héliocentrique proposée par Aristarque est également parvenue en Europe grâce aux traductions de textes arabes. Elle a été débattue dans les cercles savants, comme elle l'avait été dans la Grèce antique. Mais le système ptolémaïque offrait la seule explication du mouvement des planètes qui pouvait avoir une application pratique. On nous raconte ensuite que Copernic est arrivé avec sa théorie héliocentrique. Il n'était pas particulièrement intéressé par l'observation du ciel, mais il s'est consacré aux mathématiques pythagoriciennes. Il croyait que l'harmonie de l'univers se révélait à travers la géométrie parfaite des orbites planétaires. C'est à partir de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle que l'idée d'une Terre sphérique s'est vraiment imposée, bien qu'il y ait eu des opposants à différentes époques. C'est à cette époque qu'on commence à créer des cartes, avec des longitudes, des latitudes et les pôles. La rapidité avec laquelle les cartes sphériques sont apparues à l'époque est vraiment impressionnante. L'Église catholique a été un plus grand promoteur de la sphéricité de la Terre que les scientifiques de l'époque. Un fait intéressant, en Chine, concernant la forme de la Terre, on disait que le chemin du ciel est rond, tandis que celui de la Terre est carré. Selon les jésuites qui sont allés évangéliser au XVIe et XVIIe siècle, on décrivait un monde plat et carré, avec un ciel ou un dôme arrondi. Mais cela a changé avec la mission jésuite en Chine, dirigée par un prêtre italien nommé Matteo Ricci, qui est arrivé sur le territoire Ming en 1582 et a enseigné les théories connues en astronomie et en géographie dans le monde occidental. Voilà donc un exemple de l'influence qu'a eu cet ordre catholique sur la création et la diffusion de l'héliocentrisme dans le monde. Le bras le plus puissant pour instaurer cette nouvelle croyance en la sphéricité, celui qui a contrôlé la diffusion de l'information et du savoir, qui a façonné et continue de façonner l'astronomie et bien d'autres sciences, propageant cette doctrine dans chaque territoire conquis par cette religion, tout en sachant que c'était un mensonge orchestré, c'est la Compagnie de Jésus, plus connue sous le nom de Jésuites. L'ordre a été fondé en 1540
par Ignace de Loyola. Certains affirment qu'ils ont poursuivi la mission originelle des Templiers, à savoir dominer et contrôler par l'imposition du pouvoir. Là où les Templiers y parvenaient par la force militaire et économique, les Jésuites, eux, contrôlent l'information et la science. Dès qu'on observe leur symbolique, on voit clairement la véritable religion que défend ce pouvoir dont nous parlons. Par exemple, le symbole jésuite fait référence à leur Dieu et à leurs croyances. Le soleil et l'héliocentrisme, véritable doctrine religieuse. En 1530, Copernic avait achevé le texte de son œuvre majeure, des révolutions des sphères célestes, mais on raconte qu'il gardait le manuscrit sous clé et n'avait aucune intention de le publier. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'était pas par peur de persécution religieuse, car au début du XVIe siècle, l'Europe connaissait apparemment un climat de tolérance intellectuelle. Le cardinal Schönberg, conseiller proche de 3 papes successifs, l'a vivement encouragé à publier, mais Copernic ne voulait pas attirer l'attention sur lui. Il craignait d'être ridiculisé une fois ses idées connues, en dehors des cercles académiques, pensant qu'elles paraîtraient trop étranges. C'est finalement l'astronome protestant Georg Joachim Rheticus qui a convaincu Copernic de publier. Bien que Martin Luther et d'autres théologiens protestants se soient opposés à la théorie héliocentrique, Rheticus a obtenu la permission de rendre visite à Copernic à Frauenburg pour en discuter. Après de longues négociations, il a obtenu l'autorisation de Copernic pour publier Des révolutions des sphères célestes. Copernic a dédié l'œuvre au pape Paul III. L'ouvrage a finalement été imprimé en mars 1543. Copernic est décédé quelques heures seulement après avoir reçu le premier exemplaire. Mais cela n'a eu aucun impact immédiat. Peu de gens se sont donné la peine de le lire. Parmi ceux qui l'ont fait, la plupart considérèrent le système copernicien comme un simple outil de calcul pratique, plutôt qu'une théorie sérieuse sur la structure du système solaire. Les implications de la théorie copernicienne n'ont émergé que plus tard, avec les travaux de Galilée et Kepler au début du XVIIe siècle. Mais n'oublions pas que même si les calculs concordent, cela ne signifie pas forcément que le modèle est correct. Andreas Oziander, théologien protestant et éditeur littéraire allemand, a conseillé à Copernic de faire appel à la distinction classique qui sépare l'astronomie, une matière purement calculatoire, basée sur des hypothèses non physiques, de la cosmologie, qui donne à ces objets une réalité physique, afin de désarmer d'éventuelles critiques sur ce point. Il l'a fait au moyen d'une préface qu'il a ajoutée sans signature à l'œuvre de Copernic. Il n'est pas non plus nécessaire que ces hypothèses soient vraies, ni même probables, il suffit qu'elles produisent des calculs qui s'accordent avec les observations, et que personne n'attende rien de certain de l'astronomie. En ce qui concerne les hypothèses, puisqu'elle ne peut pas produire une telle chose, si elle prend pour vrai des choses conçues dans un autre but, elle s'écarterait de cette discipline plus sottement qu'elle n'y est arrivée. L'hypothèse du mouvement terrestre n'était qu'une simple théorie, valable uniquement dans la mesure où elle expliquait les phénomènes observés, sans être considérée comme une vérité ou une erreur absolue. Pendant que Copernic hésitait à publier sa théorie d'un système solaire héliocentrique, l'Église catholique romaine menait une lutte acharnée contre le protestantisme naissant. Les catholiques reconnaissent que la contre-réforme visait à freiner l'expansion du protestantisme, en réformant véritablement l'Église catholique de l'intérieur. L'ordre des Jésuites a été fondé en 1540 avec la bénédiction du pape Paul III, le même pape à qui Copernic a dédié son ouvrage sur les révolutions des sphères célestes. Il faut le souligner, l'Église catholique était la force motrice derrière Copernic, poussant sans relâche le clerc réticent à diffuser ses théories héliocentriques qui allaient à l'encontre des Écritures. Tu as posé la terre sur ses fondations, et elle ne bougera jamais de là. En 1549, Oron Séfiné a créé la sphère du monde, illustrant la notion d'un monde sphérique, le terme « monde » faisant référence à l'univers de la sphère céleste, dont la forme a finalement été représentée dans la sphère armillaire,
concept auquel l'astrologie se réfère constamment, avec sa sphère d'influence ou l'observateur en son centre. Un fait important à noter est que depuis l'Antiquité, dans diverses cultures et en astrologie, lorsqu'on observe les astres et leurs mouvements, l'être humain est considéré comme le centre de l'univers depuis sa position d'observation. De même, en astronomie, dans le système de coordonnées topocentriques horizontales, on utilise une sphère céleste centrée sur l'observateur. Ce que cela nous dit, c'est que ce que nous voyons autour de nous en observant les astres depuis une position ne signifie pas que nous sommes littéralement debout sur une sphère. Apparemment, au XVIIe siècle, il y avait au sein de l'Église deux idées ou un programme qui cherchait à dominer l'autre. À l'école, on nous a enseigné que Galilée avait été condamné au bûcher par l'Église catholique pour avoir affirmé que la Terre tournait autour du Soleil, et ce pendant l'Inquisition romaine. Beaucoup croient qu'il a été torturé, que ses œuvres ont été brûlées, et que Galilée a même été excommunié. Mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, selon une étude du professeur Henry Ansgar Kelly de l'Université de Californie, publiée dans la revue Church History en décembre 2016. Quand l'Inquisition romaine a convoqué Galilée pour la première fois en 1616, il n'a pas été interrogé, mais simplement averti de ne pas adhérer à l'héliocentrisme. On dit aussi qu'en 1616, l'Église aurait interdit le livre de Nicolas Copernic. Il a été de nouveau autorisé en 1620 avec la bénédiction de l'Église. Voici un exemple frappant où l'Église a curieusement décidé de changer d'avis. Lors de son procès en 1633, Galilée a soutenu qu'après 1616, il n'avait jamais considéré l'héliocentrisme comme une possibilité. Selon le rapport du professeur Kelly, les inquisiteurs n'ont proféré aucune menace de torture. Les cardinaux inquisiteurs ont réalisé que l'affaire contre Galilée serait très faible sans un aveu de culpabilité. Alors ils ont négocié un accord avec l'accusation. On lui a dit que s'il admettait être allé trop loin dans son traitement de l'héliocentrisme, il s'en tirerait avec une légère punition. Le véritable procès de Galilée n'a duré qu'une fraction de journée, sans rien de vraiment significatif. Galilée était sous la protection du pape Urbain VIII, mais il avait de puissants ennemis à Rome. Ce n'était pas son soutien aux théories héliocentriques qui posait problème, mais le fait qu'il n'écrivait pas ses livres en latin. Le livre de Galilée a été interdit et il a été condamné à un régime léger de pénitence et d'emprisonnement, à la discrétion des inquisiteurs de l'Église. Après une journée en prison, sa peine fut commuée en assignation à résidence à vie, mais il était déjà âgé et malade. Il mourut chez lui, dans les environs de Florence, 9 ans plus tard, en 1642. Dans ces dernières années, Galilée a continué d'insister sur la vérité du système solaire géocentrique. L'histoire selon laquelle, après avoir formellement renoncé au mouvement de la Terre lors de son procès, il aurait murmuré « et pourtant, elle tourne » n'a en réalité aucun fondement et est un mythe ultérieur. Il cherchait à détrôner l'idée géocentrique d'une Terre immobile pour la remplacer par le modèle héliocentrique, avec leur dieu soleil au centre. Il était nécessaire de mettre la Terre en mouvement pour consolider le nouveau modèle, ce qui ne pouvait être expliqué ni à l'époque, ni aujourd'hui, par la méthode scientifique. Le modèle héliocentrique a été adopté après que Kepler ait repris les travaux de Tycho Brahe. Tycho Brahe était un fervent défenseur du modèle géocentrique et l'un des scientifiques les plus éminents de son époque. Il avait accumulé des années d'observation qu'il gardait jalousement pour lui-même. On raconte que Tycho Brahe aurait été empoisonné, ce qui aurait permis à Kepler de mettre la main sur ses données et ses recherches. Kepler s'est emparé de ses travaux et les a réinterprétés dans le cadre du modèle héliocentrique, qui a ensuite gagné en popularité. On nous a donc enseigné que Copernic, Galilée, Newton, entre autres, considéraient et démontraient la sphéricité de la Terre. Et avant eux, on s'appuyait sur des textes dont les originaux n'existent plus, soutenus par le pouvoir papal, qui finançait les traductions et les copies de ces textes, le tout renforcé par l'histoire de Christophe Colomb et sa prétendue découverte de l'Amérique.
Il semblerait que c'est au XVe et XVIe siècle que cette conception de la forme du monde se soit imposée. Comment pouvons-nous être sûrs que tout s'est réellement passé comme on nous le raconte? C'est extrêmement compliqué, voire impossible à prouver, car les textes, livres et références originaux qui pourraient le démontrer sont supposément conservés et protégés dans des bibliothèques comme celle du Vatican, à moins que ces documents ne soient rendus publics, mais cela ne s'est pas produit. Ce qu'on nous enseigne officiellement peut aussi être remis en question. L'histoire classique des découvertes grecques antiques, suivie d'un âge sombre, puis de la Renaissance européenne, pourrait bien être erronée. Il n'existe pas de version originale de l'Almageste de Claude Ptolémée, ni de son livre Géographie. On ne trouve ni copie byzantine ou arabe, ni la première traduction latine de 1175. Il n'y a que des copies postérieures au XIIIe siècle, dont nous avons des versions du XVe, basant leur cosmologie stellaire sur des idées astrologiques et philosophiques. C'est pareil pour l'histoire d'Ératosthène et d'Hipparque, dont on n'a pas non plus d'originaux. Il semble que l'héliocentrisme ne soit qu'une façon d'observer les lumières dans le ciel et d'en projeter une interprétation sur notre réalité physique. C'est ce qui s'est passé ensuite avec d'autres personnages qui ont formulé des théories à ce sujet, et qu'on nous enseigne aujourd'hui comme des vérités absolues et incontestables. D'abord, ils ont déplacé la Terre et toute la création de leur position centrale et de leur importance. Ensuite, ils l'ont placée dans un système solaire, avec d'autres planètes ou mondes. Puis ils ont affirmé que le Soleil n'est qu'une étoile, parmi des centaines de milliards d'autres, qui se trouve, à son tour, à l'intérieur d'une galaxie, qui n'est elle-même qu'une parmi des milliards de galaxies, perdues dans ce qu'on suppose être un espace infini. Ils nous ont également raconté que l'univers et tout ce qui existe a été créé à partir de rien, avec une explosion qu'ils ont appelée le Big Bang. Ils ont réduit notre monde, l'être humain et tout ce que nous connaissons à quelque chose de complètement insignifiant, apparu par pur hasard. La théorie du Big Bang a été proposée par l'astronome et prêtre catholique jésuite, Yox Lamaitre. Ce qui est arrivé plus récemment concerne déjà le prétendu voyage sur la Lune, les soi-disant agences spatiales sacrées et les effets visuels et spéciaux. Bien sûr, le mouvement de rotation de la Terre le long d'une trajectoire orbitale, ça appartient aux jésuites et à une élite qui contrôle le savoir depuis des siècles. Et apparemment, c'est une impulsion donnée au culte du Soleil, pour nous faire croire qu'on est insignifiant. La vraie science, elle n'a aucune preuve d'un quelconque mouvement. Il faut faire une distinction entre la vraie science et le scientisme. La science, c'est une méthode qui sert à recueillir des preuves, et donc des connaissances. Ça consiste à proposer une hypothèse, expérimenter, observer et tirer des conclusions. Un truc important là-dedans, c'est qu'aucune théorie n'est considérée comme définitive. Toutes les théories sont soumises à un examen minutieux et à une remise en question. Le scientisme, lui, il croit aux choses justes parce que la science dit qu'elles sont vraies. Ce sont les astres qui bougent, et ils ne changent pas du tout, puisqu'on voit les mêmes constellations depuis des milliers d'années, tournant autour de nous dans un mouvement cyclique et prévisible. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à Knofk, partagez-la et ne ratez pas les prochains reportages vidéo.